Le soleil d'hiver était déjà bas sur les toits de Munich lorsque les premiers appels arrivèrent au poste de police de Schwabing. Une jeune femme nommée Léa Lefebvre, 26 ans, était portée disparue depuis 3 jours. Ses camarades de l'université Louis et Maximilien l'avaient vue pour la dernière fois à la bibliothèque le lundi après-midi. Après cela, toute trace d'elle avait disparu. Pas de message, pas d'appel, aucun signe de vie. C'était inhabituel pour quelqu'un considéré comme fiable, structuré et même d'une organisation pédante. Léa était au 5e semestre d'études d'économie. Ses notes étaient excellentes. Elle travaillait également à temps partiel à la bibliothèque universitaire, cataloguant les nouvelles acquisitions et aidant les étudiants de première année dans leurs recherches. Ses collègues la décrivaient comme polie, réservée et consciencieuse. Elle arrivait toujours à l'heure, accomplissait ses tâches sans se plaindre et ne rouspétait jamais. Quand elle parlait, c'était avec circonspection. Ses mots étaient mesurés, jamais impulsifs. Des amis avaient remarqué qu'elle était devenue plus silencieuse ces dernières semaines. Quelque chose semblait la tracasser, mais elle n'en parlait pas. Léa et son frère aîné, Nathan Dubois, vivaient ensemble depuis près de 4 ans dans un appartement de 2 pièces dans le quartier de Schwabing à Munich. Les 2 frères et sœurs avaient perdu leurs parents dans un accident de voiture sur l'autoroute A8. C'était durant l'hiver 2021. Le conducteur d'un semi-remorque avait perdu le contrôle sur une plaque de verglas et avait percuté de plein fouet la voiture de la famille. Les 2 parents étaient morts sur le lieu de l'accident. Léa avait 22 ans à l'époque, Nathan 28. La somme de l'assurance avait suffi à payer les funérailles et à mettre de côté une modeste somme pour l'avenir. Mais le véritable héritage était une maison. Un petit bâtiment de 2 étages dans une banlieue de Moscou que leur père avait acheté à la fin des années 90. À l'époque, il travaillait pour une entreprise de construction allemande développant des projets en Russie. Il avait considéré la maison comme un investissement. Après son retour en Allemagne, la propriété était restée louée. Mais elle s'était dégradée au fil des ans. Les locataires étaient repartis, les réparations n'avaient pas été effectuées et finalement, le bâtiment était resté vide. Léa et Nathan savaient que la maison existait, mais aucun d'eux n'y avait jamais vécu. Pour eux, ce n'était qu'une charge financière, engloutissant des impôts fonciers et ne générant que peu de profit. À l'automne 2024, une lettre arriva d'un agent immobilier de Moscou. L'homme expliquait que le bâtiment était dans un état qui nécessiterait bientôt sa démolition. Il proposait de trouver un acheteur. Le prix n'était pas spectaculaire, mais était suffisant pour permettre aux 2 frères et sœurs de prendre un nouveau départ. Léa fut immédiatement d'accord. Elle ne voyait aucun intérêt à s'accrocher à une maison qui ne faisait qu'engendrer des coûts. Nathan, cependant, hésitait. Il disait que la maison représentait un lien avec leur père, un morceau de l'histoire familiale. Mais finalement, il accepta également. Les papiers furent signés, notariés et envoyés en Russie. Début janvier 2024, le montant fut reçu, 115 000 €. L'argent fut viré sur un compte commun, géré par les 2 frères et sœurs. Léa voulait l'utiliser pour payer ses frais de scolarité et s'offrir un petit appartement une fois diplômée. Nathan parlait d'un nouveau départ, de voyage, de possibilités. Mais dans les semaines qui suivirent le virement, l'atmosphère dans l'appartement changea. Nathan semblait nerveux. Il dormait mal, fumait davantage et évitait de regarder Léa dans les yeux lorsqu'ils parlèrent d'argent. Une fois, elle mentionna en passant qu'elle voulait retirer une partie de l'argent pour payer ses frais de scolarité pour le semestre à venir. Nathan l'interrompit sèchement. Il lui dit d'attendre. Il y avait encore des questions en suspens concernant les impôts en Russie. Cela semblait plausible, alors elle attendit. Mais les doutes grandirent. Des voisins dans l'immeuble remarquèrent que Nathan sortait plus souvent. Parfois, il ne rentrait que tard dans la nuit. Une fois, une résidente plus âgée le vit dans la cage d'escalier portant un grand colis. Elle le salua, mais il ne réagit pas. Son regard était fixe, absent. Une semaine plus tard, la même voisine entendit des voix provenant de l'appartement des frères et sœurs, tard dans la nuit.
Cela ressemblait à une dispute. Les mots étaient étouffés, mais le ton était vif. Elle pensa à frapper à la porte, mais décida de ne pas le faire. Les querelles familiales n'étaient pas ses affaires. Le mardi 14 janvier, Léa parla avec une camarade nommée Camille Roux à la cafétéria de l'université. Camille se souvint plus tard clairement de la conversation. Léa semblait fatiguée. Elle avait à peine dormi, dit-elle. Son frère se comportait étrangement. De l'argent manquait sur le compte commun, et il refusait d'en parler. Camille lui demanda si elle avait besoin d'aide. Léa secoua la tête. Elle allait gérer cela elle-même, dit-elle. Peut-être qu'elle irait en Russie pour parler personnellement à l'agent. Elle voulait avoir des éclaircissements. Camille lui conseilla d'être prudente, mais Léa sourit seulement avec lassitude et dit que tout irait bien. Ce fut la dernière fois que quelqu'un, en dehors de l'appartement, parla à Léa. Le mercredi soir, 15 janvier, Léa rentra de l'université vers 19 h. Une voisine la vit dans le couloir. Elle portait 2 sacs de courses et semblait tendue. La voisine la salua gentiment. Léa fit un bref signe de tête et disparut dans son appartement. Vers 21 h, un résident de l'appartement du dessous entendit un bruit sourd. Cela ressemblait à quelque chose de lourd tombant au sol. Après cela, ce fut le silence. Pas de cris, pas d'autre bruit. Le résident n'y pensa plus et s'endormit. Le lendemain matin, jeudi 16 janvier, Léa ne se présenta ni à son cours ni à son travail. Ses collègues de la bibliothèque tentèrent de l'appeler, mais son téléphone portable était éteint. Vers midi, une amie appela Nathan. Il sembla surpris. Léa était partie en Russie, dit-il. Elle avait spontanément réservé un vol la veille au soir. Elle voulait s'occuper personnellement de la vente de la maison. L'amie était confuse. Léa n'avait jamais mentionné un voyage. Nathan expliqua que c'était une décision de dernière minute. Sa sœur s'était sentie surmenée et avait besoin de souffler. Elle resterait quelques semaines et prendrait contact ensuite. L'amie demanda pourquoi Léa n'avait pas appelé elle-même. Nathan dit qu'elle était déjà dans l'avion lorsqu'il l'avait appris. Après cela, elle lui avait envoyé un message pour dire que tout allait bien. L'explication semblait plausible, mais quelque chose clochait. Le vendredi matin, une amie étudiante reçut un SMS du numéro de Léa. Le texte était court et impersonnel. Bien arrivé. Reste chez des connaissances à Moscou. Contacte plus tard. Le message semblait étrange. Léa écrivait habituellement plus en détail. Elle utilisait des emojis, posait des questions de suivi, racontait de petits détails. Ce message était froid, distant. L'ami répondit immédiatement. « Quelle connaissance! Es-tu sûr que tout va bien ?» Le message ne fut jamais lu. À partir de ce moment, le téléphone de Léa resta muet. Pas d'appel, pas de message, aucune activité sur les réseaux sociaux. Le lundi 20 janvier, l'université signala officiellement l'absence de Léa. Un professeur qui encadrait son mémoire de licence tenta de la joindre à plusieurs reprises. Finalement, il contacta la police. Il expliqua que Léa Lefebvre n'était pas apparue depuis 1 semaine et que son comportement était totalement atypique. Le poste de police de Schwabing envoya 2 agents à l'appartement des frères et sœurs. Nathan Dubois ouvrit la porte. Il avait 38 ans, de taille moyenne, avec des cheveux courts et sombres, et une barbe bien entretenue. Ses vêtements étaient soignés, son attitude polie. Il invita les agents dans le salon et leur offrit du café. L'atmosphère était détendue. Nathan expliqua calmement que sa sœur était partie spontanément en Russie. Elle voulait s'occuper d'affaires familiales. Il montra aux agents une photo sur son téléphone portable. Elle montrait prétendument la confirmation de vol. Compagnie aérienne, numéro de vol, date. Tout semblait authentique. Les agents notèrent les informations et quittèrent l'appartement. Mais l'un d'eux, un brigadier-chef expérimenté nommé Julien Charpentier, sentit que quelque chose n'allait pas. Le soir même, il appela la compagnie aérienne. La réponse le fit s'arrêter. Léa Lefebvre avait bien une réservation, mais elle ne s'était jamais enregistrée. Aucune carte d'embarquement n'avait été émise. Il n'y avait aucune trace qu'elle ait passé le contrôle de sécurité.
Elle n'était jamais montée à bord de cet avion. Ce fut le moment où une vérification de routine se transforma en enquête pour disparition. Et une enquête pour disparition allait bientôt devenir quelque chose de beaucoup plus sombre. Le brigadier-chef Julien Charpentier était assis dans son bureau, fixant l'écran de l'ordinateur. L'information de la compagnie aérienne était écrite noir sur blanc devant lui. Léa Lefebvre n'était jamais montée à bord du vol pour Moscou. Sa réservation existait, mais elle ne s'était jamais enregistrée. Aucune carte d'embarquement n'avait été délivrée. Aucun contrôle de sécurité n'avait été passé. Cela ne signifiait qu'une chose. Soit elle avait changé d'avis à la dernière seconde, soit elle n'était jamais allée à l'aéroport. Les deux contredisaient ce que son frère avait raconté. Charpentier était un homme avec près de 20 ans d'expérience au sein de la police de Munich. Il avait appris à écouter son instinct, et dans ce cas, son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Il décrocha le téléphone et appela son collègue, le commissaire de police Antoine Renaud. Les deux se connaissaient depuis des années et avaient déjà traité des dizaines d'affaires ensemble. Renaud était analytique, méthodique et patient. Charpentier, en revanche, se fiait à l'intuition et à la connaissance de la nature humaine. Ensemble, ils formaient une équipe solide. Le lendemain matin, mardi 21 janvier, les deux enquêteurs retournèrent à l'appartement de Schwabing. Cette fois, ils avaient un mandat de perquisition. Nathan Dubois ouvrit la porte. Son expression changea lorsqu'il vit les documents. La politesse de la veille avait disparu. Il semblait tendu, presque sur la défensive. Charpentier expliqua calmement qu'il y avait des incohérences concernant le voyage de Léa. La compagnie aérienne avait confirmé qu'elle n'était jamais montée à bord. Nathan hésita. Puis il dit que cela devait être une erreur. Peut-être qu'elle avait pris un autre vol. Peut-être qu'elle était partie en train pour la Pologne et de là avait continué vers la Russie. Ces explications semblaient précipitées, irréfléchies. Renaud notait chaque mot. Les agents entrèrent dans l'appartement. Il était petit mais bien aménagé. Le salon contenait un canapé usé, une table basse et une télévision. Il n'y avait pas de photos au mur. Tout semblait fonctionnel, mais impersonnel. La cuisine était propre, trop propre. Charpentier remarqua immédiatement que les plans de travail avaient été nettoyés à fond. L'évier brillait, même le sol semblait fraîchement lavé. Il demanda à Nathan quand il avait fait le ménage pour la dernière fois. Nathan répondit qu'il avait nettoyé l'appartement le week-end. Ce n'était pas inhabituel. Charpentier hocha la tête, mais il prit une note mentale. La chambre de Léa se trouvait au bout du couloir. La porte était fermée. Nathan dit qu'il n'était pas entré dans la chambre depuis son départ. Il voulait respecter sa vie privée. Renaud ouvrit la porte. La pièce était petite, mais rangée. Le lit était fait. Un ordinateur portable était posé sur le bureau. À côté se trouvaient des manuels scolaires, soigneusement empilés. Un calendrier accroché au mur avec des notes manuscrites. Date de cours, horaire de travail, date limite de remise de travaux. Charpentier s'approcha du bureau. Il ouvrit les tiroirs. Stylos, bloc-notes, clé USB, rien d'inhabituel. Mais alors, quelque chose attira son attention. Dans le tiroir du bas se trouvait un petit passeport. Il le sortit et l'ouvrit. La photo de Léa Lefebvre le regarda. Le passeport était valide jusqu'en 2029. Charpentier se tourna vers Nathan. « Comment votre frère explique-t-il que le passeport de Léa soit ici si elle est censée être partie en Russie ?» Nathan cligna des yeux. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit d'abord. Puis il bégaya que Léa avait probablement utilisé son ancien passeport. Il pensait qu'elle avait un second passeport quelque part. Charpentier secoua la tête. En Allemagne, il n'y a pas deux passeports valides pour une personne. Si ce passeport est ici, alors Léa n'a pas voyagé à l'étranger. Nathan se tut. Son regard évitait celui de l'enquêteur. Renaud photographia le passeport et le plaça dans un sac de preuves. Sous le lit, les agents trouvèrent une valise de taille moyenne. Elle était à moitié faite. Vêtements, sous-vêtements, une brosse à dents, une trousse de toilette. Tout laissait penser que Léa avait effectivement prévu un voyage. Mais la valise n'avait jamais été emportée.
Charpentier s'arrêta. Pourquoi quelqu'un ferait-il une valise pour ensuite la laisser derrière? Soit elle avait changé d'avis, soit elle n'avait jamais eu l'occasion de l'emporter. Un petit sac à main était posé sur la table de nuit. À l'intérieur se trouvait la carte d'identité de Léa, sa carte bancaire, de la monnaie et la clé de l'appartement. Charpentier brandit le sac à main et regarda Nathan droit dans les yeux. Si Léa est partie en Russie, pourquoi a-t-elle laissé sa carte d'identité, sa carte bancaire et ses clés ici? Nathan se frotta le front. Il dit qu'il ne comprenait pas non plus. Peut-être qu'elle avait tout oublié à la hâte. Peut-être qu'elle était perturbée. L'explication semblait faible, et Nathan lui-même semblait le sentir. Renaud fouilla l'armoire. Le manteau d'hiver de Léa y était toujours suspendu. Ses bottes étaient soigneusement alignées au sol. Charpentier demanda à Nathan ce que Léa portait lorsqu'elle était censée être partie. Nathan hésita. Il dit qu'il ne l'avait pas vue. Elle était partie pendant qu'il dormait. Charpentier nota cela aussi. Les enquêteurs quittèrent la chambre de Léa et fouillèrent le reste de l'appartement. Dans la salle de bain, Renaud remarqua que la douche et le lavabo étaient exceptionnellement propres. Il se pencha et examina plus attentivement le bord du lavabo. Il y avait de faibles taches rougeâtres sous le robinet. Elles avaient été presque complètement essuyées, mais étaient discernables sous le bon angle de lumière. Renaud appela un technicien de la police scientifique. En moins d'une heure, une équipe de la police technique et scientifique arriva. Ils portaient des combinaisons de protection blanche et des gants. Ils éclairèrent la salle de bain avec des lampes spéciales. Sous la lumière UV, plusieurs taches faibles devinrent visibles. Elles se trouvaient sur le bord de la baignoire, sur le sol et à l'intérieur du lavabo. Les techniciens prélevèrent des échantillons. Nathan se tenait dans le couloir, observant les événements. Charpentier lui demanda d'où ces taches pouvaient provenir. Nathan dit qu'il s'était coupé en se rasant quelques jours auparavant. Il montra une petite cicatrice sous son menton. Cela pouvait être son sang. Charpentier hocha la tête, mais il savait que l'analyse en laboratoire apporterait la clarté. La perquisition dura toute la journée. Les enquêteurs confisquèrent l'ordinateur portable de Léa, son téléphone portable, qui était toujours sur la table de nuit, et plusieurs documents. Parmi eux se trouvaient des relevés bancaires, des contrats et des papiers concernant la vente de la maison en Russie. Charpentier feuilleta les papiers. Le prix de vente était fixé à 115 000 €. L'argent avait été transféré sur un compte commun, appartenant à la fois à Léa et à Nathan début janvier. Charpentier demanda les relevés bancaires complets. 2 jours plus tard, il reçut les documents de la banque. Ce qu'il y vit l'alarma immédiatement. Le 15 janvier, la veille de la disparition de Léa, le compte était encore entièrement provisionné. Mais les jours suivants, plusieurs retraits importants avaient eu lieu. Au total, près de 110 000 € avaient été retirés en espèces. Les retraits avaient été effectués à différents distributeurs automatiques de Munich. Chaque transaction était limitée à 3 000 € pour éviter les alertes automatiques. Charpentier compara les eurodatages des retraits avec les vidéos de surveillance des banques. La même personne était visible sur chaque vidéo. Nathan Dubois. Il portait une casquette de baseball et des gants. Son visage était partiellement masqué, mais sa stature et sa démarche étaient clairement identifiables. Nathan avait retiré tout l'argent du compte commun. Et tout cela s'était produit après que Léa était censée être partie en Russie. Charpentier convoqua Nathan à nouveau. Cette fois, la conversation eut lieu dans les locaux du poste de police. Nathan était assis dans une petite salle d'interrogatoire. Charpentier et Renaud étaient assis en face de lui. Charpentier posa les relevés bancaires sur la table. Il demanda directement à Nathan pourquoi il avait retiré tout l'argent du compte commun. Nathan garda le silence au début. Puis il dit que Léa lui avait demandé de retirer l'argent. Elle voulait qu'il le garde en lieu sûr jusqu'à son retour de Russie. Charpentier demanda où était l'argent maintenant. Nathan hésita. Il dit qu'il l'avait chez lui dans un coffre-fort. Renaud demanda s'il pouvait voir le coffre-fort. Nathan hocha la tête. Mais lorsque les enquêteurs retournèrent plus tard à l'appartement et que Nathan ouvrit le coffre-fort, il n'y avait que 8 000 €. Le reste de l'argent avait disparu. Nathan affirma qu'il avait dépensé la majeure partie de l'argent.
pour le loyer, la nourriture, les factures, mais Charpentier fit le calcul. Même avec une estimation généreuse, les dépenses ne pouvaient pas avoir atteint plus de 100 000 euros. Nathan mentait, et avec chaque nouveau mensonge, le soupçon se solidifiait. Le laboratoire de l'Office criminel d'État de Bavière à Munich reçut les échantillons de l'appartement de Schwabing le jeudi matin. Les analystes légistes commencèrent immédiatement l'examen. Les taches rougeâtres de la salle de bain furent testées en premier. Le test de Kastelmeyer, une méthode chimique pour la détection du sang, fut positif. Il s'agissait bien de sang. L'analyse ADN prit 48 heures supplémentaires. Le samedi soir, le brigadier-chef Charpentier reçut l'appel qui l'attendait. L'ADN des traces de sang correspondait au profil génétique de Léa Lefebvre. Le sang dans la salle de bain n'appartenait pas à Nathan, comme il l'avait prétendu, mais à sa sœur. Charpentier se cala dans son fauteuil et prit une profonde inspiration. L'enquête venait d'atteindre une nouvelle dimension. Ce n'était plus un simple cas de personne disparue. Les traces de sang indiquaient de la violence, indiquaient que quelque chose de terrible s'était produit dans cet appartement. Le lundi matin, l'équipe d'enquête se réunit pour un briefing. Outre Charpentier et Renaud, 2 agents de la police scientifique étaient présents, ainsi qu'une procureure nommée Camille Roux. Elle avait traité plusieurs affaires de meurtre et était considérée comme intransigeante mais juste. Charpentier présenta les conclusions jusqu'à présent. Léa Lefebvre était portée disparue depuis le 15 janvier. Son frère Nathan prétendait qu'elle était partie en Russie, mais elle n'avait jamais embarqué dans un avion. Son passeport, sa carte bancaire et ses effets personnels étaient toujours dans l'appartement. Son sang avait été trouvé dans la salle de bain. Plus de 100 000 euros avaient disparu du compte commun, retiré par Nathan dans les jours suivant sa disparition. Et Nathan ne pouvait pas expliquer où était passé l'argent. La procureure Roux écouta attentivement. Elle posa des questions précises. Y avait-il des témoins qui avaient vu Léa le soir de sa disparition? Y avait-il des enregistrements de caméras de surveillance? Y avait-il d'autres preuves que les traces de sang? Charpentier hocha la tête. Une voisine avait vu Léa dans la cage d'escalier vers 19 h le 15 janvier. Elle portait des sacs de course et semblait fatiguée. C'était la dernière observation confirmée. Vers 21 h, un résident de l'appartement du dessous avait entendu un bruit sourd, comme un objet lourd tombant au sol. Après cela, c'était le silence. Renaud ajouta que l'immeuble disposait d'un simple système de caméras dans le hall d'entrée. Les enregistrements avaient été visionnés. Le soir du 15 janvier, Léa était entrée dans l'immeuble à 19 h 08. Après cela, il n'y avait plus d'autres enregistrements d'elle. Nathan, en revanche, avait quitté l'immeuble à 23 h 45. Il portait un grand sac de sport sur l'épaule. Le sac semblait lourd. Nathan était revenu 1 h et 20 minutes plus tard. Il ne portait plus le sac. La procureure Roux regarda Charpentier. « C'était hautement suspect, dit-elle. Mais ce n'était pas suffisant pour une inculpation. Il leur fallait plus, un corps, des aveux ou des preuves médico-légales supplémentaires. Charpentier promit de poursuivre l'enquête. L'équipe de criminalistique numérique avait entre-temps examiné l'ordinateur portable et le téléphone portable de Léa. L'ordinateur portable contenait principalement des documents universitaires, des courriels et des notes de cours enregistrées. Rien d'inhabituel, mais dans sa boîte de réception, les enquêteurs trouvèrent un message intéressant. Il était daté du 12 janvier, 3 jours avant sa disparition. Léa avait écrit à une amie qu'elle s'inquiétait pour Nathan. « Il se comportait étrangement », écrivait-elle. L'argent disparaissait du compte et il refusait d'en parler. Elle envisageait d'ouvrir son propre compte. L'amie avait répondu et lui avait conseillé d'être prudente. Mais Léa n'avait plus répondu. Le téléphone portable était plus difficile à analyser. Il était éteint et sécurisé par un mot de passe. Mais les techniciens purent finalement le déverrouiller. Les derniers messages sur l'appareil dataient du 15 janvier. À 20 h 12, Léa avait écrit à une amie. « Il faut que je parle à Nathan. Ça ne peut pas continuer comme ça. » L'amie avait répondu « Sois prudente.
Appelle-moi si tu as besoin d'aide. Léa n'avait pas répondu. Le 16 janvier, le jour suivant sa disparition, plusieurs messages furent envoyés depuis le numéro de Léa. L'un est allé à la même amie. Bien arrivé. Reste chez des connaissances à Moscou. Contacte plus tard. Un autre message est allé à une camarade. Plus besoin des documents. Parti pour une longue période. Les messages ne ressemblaient pas à Léa. Elle était généralement plus détaillée, plus personnelle. Les formulations étaient rigides et impersonnelles. Les techniciens examinèrent les métadonnées des messages. Ils découvrirent que les messages n'avaient pas été envoyés depuis le téléphone portable lui-même, mais via une interface web. Quelqu'un s'était connecté à une plateforme en ligne avec le numéro de téléphone de Léa et avait envoyé les messages à partir de là. L'adresse IP d'où les messages avaient été envoyés menait à un routeur dans l'appartement de Schwabing. Quelqu'un dans l'appartement avait envoyé les messages. Et comme Nathan était le seul à y vivre à ce moment-là, il était clair que c'était lui. Charpentier convoqua Nathan à nouveau. Cette fois, l'atmosphère dans la salle d'interrogatoire était plus tendue. Charpentier posa les résultats de l'analyse sanguine sur la table. Il expliqua calmement mais fermement à Nathan que le sang dans la salle de bain appartenait à sa sœur. Nathan déglutit. Il dit que c'était impossible. Peut-être que Léa s'était blessée avant de partir. Charpentier secoua la tête. La quantité et la répartition du sang ne suggéraient pas une petite blessure. Cela suggérait quelque chose de plus grave. Nathan se tut. Renaud posa les impressions des faux messages sur la table. Il expliqua que les messages n'avaient pas été envoyés depuis le téléphone portable de Léa, mais depuis un ordinateur dans l'appartement. Nathan cligna des yeux à plusieurs reprises. Il dit que ça devait être une erreur. Peut-être que Léa avait envoyé les messages depuis un autre appareil. Charpentier se pencha en avant. « Monsieur Dubois, arrêtez de mentir. Votre sœur n'est pas allée en Russie. Elle n'a jamais embarqué dans un avion. Son sang est dans votre appartement. Vous avez pris plus de 100 000 € du compte commun. Et vous avez envoyé des messages depuis son téléphone pour faire croire à tout le monde qu'elle était toujours en vie. Que s'est-il vraiment passé ?» Nathan fixa la table. Ses mains tremblaient légèrement. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit d'abord. Puis il dit doucement « Je veux parler à un avocat. » L'interrogatoire prit fin. Nathan ne fut pas arrêté pour le moment, car les preuves étaient encore insuffisantes pour une inculpation. Mais il fut placé sous surveillance. Charpentier savait qu'il leur fallait plus. Il leur fallait le corps de Léa, ou des aveux, ou les deux. Les enquêteurs commencèrent à reconstituer les mouvements de Nathan dans les jours suivant la disparition de Léa. Ils vérifièrent les enregistrements de péage, les vidéos de station-service et les enregistrements de caméras de circulation. Le 16 janvier, peu après minuit, la voiture de Nathan fut enregistrée sur l'autoroute A91, en direction du sud. La caméra capta sa plaque d'immatriculation à la sortie de Penzberg. De là, la route menait vers les Préalpes. Zone forestière, sentier de randonnée isolé, petit lac. Charpentier sut immédiatement ce que cela pouvait signifier. D'autres vérifications montrèrent que la voiture de Nathan fut enregistrée tôt le matin du 16 janvier dans une station-service à Kochel am See. Nathan sortit, fit le plein et paya en espèces. La caméra de surveillance de la station-service montrait clairement son visage. Il portait des vêtements sombres et des gants. Son regard était vide. Vers 4 heures du matin, sa voiture fut à nouveau enregistrée sur l'A95, cette fois en direction du nord, de retour vers Munich. Le laps de temps correspondait. Charpentier décida d'envoyer une équipe de recherche dans la région de Kochel am See. La recherche serait complexe. Mais si Léa Lefebvre était là, il la trouverait. La région autour de Kochel am See s'étend sur un paysage pittoresque mais vaste. Des forêts denses alternent avec des prairies, de petits ruisseaux et des pentes raides. En janvier, la zone était partiellement couverte de neige. Les températures étaient proches de zéro. La recherche d'un corps dans ces conditions était un défi. Le brigadier-chef Charpentier coordonnait l'opération depuis Munich. Sur place,
Son collègue Renaud dirigeait l'équipe de recherche. Elle se composait de 12 policiers, 4 membres du secours en montagne et 2 maîtres chiens avec des chiens de recherche de cadavres spécialement entraînés. Les chiens étaient entraînés à détecter l'odeur de la décomposition humaine, même sous la neige et la terre. L'équipe commença les recherches le long des routes menant de Cochel-Amcé vers les zones forestières environnantes. Renaud avait reconstitué l'itinéraire que Nathan avait emprunté cette nuit-là aussi précisément que possible. La station-service était juste sur la route principale. De là, il y avait plusieurs embranchements vers des sentiers de randonnée, d'anciennes routes forestières et des aires de pique-nique isolées. Les enquêteurs divisèrent la zone en secteurs. Chaque secteur fut systématiquement peigné. Les chiens se déplaçaient lentement à travers la forêt, le nez près du sol. Les agents les suivaient à une distance régulière. Chaque zone suspecte était marquée et documentée. La recherche dura toute la journée, sans résultat. La nuit tomba et l'équipe dut interrompre la recherche. Le lendemain matin, ils reprirent le travail. Cette fois, ils se concentrèrent sur une zone au sud-ouest de la station-service. Un chemin forestier étroit menait à un petit ruisseau qui ne charriait presque pas d'eau en hiver. Le terrain était accidenté, avec un sous-bois dense et des arbres tombés. Vers 10 heures du matin, un des chiens signala quelque chose. C'était un berger belge nommé Rex. Il s'arrêta brusquement, baissa la tête et se mit à gémir. Son maître chien, un agent expérimenté nommé Lucas Moreau, reconnut immédiatement le signal. Rex avait trouvé quelque chose. Moreau appela les autres membres de l'équipe. Ils s'approchèrent de l'endroit avec prudence. Le chien se tenait devant une zone recouverte de feuilles et de branches. La surface semblait anormale. Quelqu'un avait tenté de cacher quelque chose. Renaud donna le signal de creuser prudemment. 2 agents commencèrent à écarter les feuilles et les branches. En dessous, de la terre apparut. La terre était plus meuble que celle des environs. Elle avait été déplacée il n'y a pas si longtemps. Les agents continuèrent de creuser, lentement et méthodiquement. Après environ 20 centimètres, ils touchèrent du tissu, un tissu sombre et mouillé. Cela ressemblait à une couverture ou un drap. Renaud appela la police scientifique. En moins d'1 heure, une équipe légiste arriva. Ils apportèrent de l'équipement pour sécuriser professionnellement le lieu de la découverte. Des photographes documentèrent chaque étape. La fouille se poursuivit dans des conditions contrôlées. Couche par couche, la terre fut enlevée. Finalement, un corps apparut. Il était enveloppé dans le drap sombre, les genoux repliés, les bras serrés contre le corps. Le cadavre gisait dans une fosse peu profonde, à peine 1 mètre de profondeur. La décomposition avait progressé lentement en raison des températures froides, mais l'état était suffisant pour déterminer qu'il s'agissait d'une jeune femme. Renaud prit une profonde inspiration. Il savait qu'ils avaient trouvé Léa Lefebvre. Le corps fut soigneusement récupéré et placé dans un sac mortuaire. Une ambulance le transporta à l'Institut de médecine légale de Munich. Le lieu de la découverte fut complètement bouclé et examiné plus avant. Des échantillons de sol furent prélevés, des fibres furent sécurisées et chaque centimètre de la zone fut photographié et mesuré. De retour à Munich, Charpentier attendit les résultats de l'autopsie. Le corps fut examiné le jour même. La médecin légiste, une pathologiste expérimentée nommée Dr Clara Garnier, effectua l'autopsie. Elle commença par l'examen externe. Les vêtements du cadavre étaient simples. Un jean, un pull, des chaussettes. Pas de chaussures. Le visage était partiellement endommagé par la décomposition et l'activité des insectes, mais les traits du visage étaient encore reconnaissables. Le docteur Garnier compara les caractéristiques avec les photos de Léa Lefebvre. La correspondance était évidente. Pour la confirmation finale, les dents furent examinées. Le dentiste de Léa avait fourni ses radiographies. La comparaison confirma l'identité, sans aucun doute. C'était Léa Lefebvre. L'examen interne commença. Le docteur Garnier ouvrit la cage thoracique et examina les organes internes. Les poumons présentaient des signes d'asphyxie. Il n'y avait pas de blessures externes suggérant une lutte,
Pas de blessure de défense sur les mains, pas de contusion ni de coupure. Cela indiquait que Léa avait été inconsciente ou incapable de bouger au moment de sa mort. Le docteur Garnier préleva des échantillons de sang et de tissu pour l'examen toxicologique. Les résultats montreraient si des drogues ou des poisons étaient impliqués. La cause provisoire du décès fut l'asphyxie, l'étouffement. Mais les circonstances exactes devaient encore être clarifiées. 2 jours plus tard, les résultats toxicologiques étaient disponibles. Des traces de chloroforme furent détectées dans le sang et les tissus pulmonaires de Léa. Le chloroforme est un composé chimique qui était autrefois utilisé comme anesthésique. À forte dose, il peut provoquer l'inconscience et entraîner la mort par arrêt respiratoire. Le docteur Garnier expliqua à Charpentier que Léa avait très probablement inhalé du chloroforme pendant qu'elle dormait ou était inconsciente. Le docteur Garnier est une pathologiste expérimentée qui a pratiqué l'autopsie de Léa Lefebvre.